Bonjour, je m'appelle Asher. Je suis rentré tôt pour Thanksgiving après avoir conclu un contrat de 900 milliards de dollars à l'étranger. Je ne l'ai dit à personne. Je voulais que ce soit une surprise. Mais ce que j'ai trouvé sur ce Porsche n'était pas seulement une trahison. C'était du théâtre. Mes parents, meurtris et tremblants, s'aidaient mutuellement à se tenir debout. À l'intérieur, ma femme et ses parents riaient autour d'un verre de vin, vivant dans ma maison comme si je n'avais jamais existé. Et le pire, c'est qu'ils savaient que je revenais. Ils s'en fichaient tout simplement. Mais je m'en suis suffisamment soucié pour tout découvrir. Et ce que j'ai découvert a mis fin à des familles. L'avion a atterri juste au moment où le soleil plongeait derrière les nuages. Une douce brume orangée se répandait à l'horizon. Je n'ai dit à personne que je rentrais plus tôt. Pour une fois, je voulais que ce soit une vraie surprise. 10 ans d'aéroport, de chambres d'hôtel et d'appels vidéo avaient émoussé mon sentiment d'appartenance. Mais ce soir, c'était différent. J'y étais enfin parvenu. Le plus gros contrat de ma vie. 900 milliards de dollars. Un projet qui allait tout changer. J'ai pensé que le moins que je puisse faire était de ramener un peu de lumière dans la maison que j'avais construite pour ma famille. Le trajet de notre maison en banlieue de Virginie a duré environ 1 heure. L'autoroute était calme, à l'exception du doux murmure d'une émission de radio de Thanksgiving. Les gens à l'antenne parlaient de gratitude, de rentrer à la maison. J'ai souri en pensant à mes parents, à la façon dont ma mère brûlait la dinde chaque année, mais réussissait en quelque sorte à la rendre meilleure le lendemain. Je pouvais déjà imaginer son visage quand elle me verrait arriver plus tôt. Alors que la route se rétrécissait en rue familière bordée d'érables, j'ai ralenti. Les feuilles étaient devenues dorées et rouges, éparpillées sur le trottoir comme des confettis d'un défilé oublié. En tournant dans notre allée, j'ai vu la maison briller chaleureusement. Des lumières à chaque fenêtre, des rires résonnant faiblement à travers les murs. Ma poitrine s'est soulevée. Je n'avais pas réalisé à quel point ce son m'avait manqué. Mais ensuite, je les ai vus. 2 silhouettes assises sur les marches du Porsche, blotties l'une contre l'autre. Mes parents. Au début, j'ai cru qu'ils étaient peut-être sortis pour m'accueillir. J'ai souri, j'ai fait un petit signe de la main, mais ils n'ont pas répondu. La main de mon père était sur l'épaule de ma mère, la stabilisant alors qu'elle se penchait en avant. La lumière du Porsche a vacillé, attrapant le bleu pâle qui entourait son poignet. Je me suis figé une seconde. Je n'ai pas respiré. Je me suis approché. Maman. Elle a sursauté légèrement, mais n'a pas levé les yeux. La voix de mon père n'était qu'un murmure. Attendons juste ici jusqu'à ce qu'ils aient fini. Eux, pas nous. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. À l'intérieur, les rires ont enflé. Le genre qui vient après un toast. Je pouvais entendre des verres teintés, la voix d'une femme, celle de Vivienne. Vive, confiante. À la famille, au nouveau départ. Nouveau départ. Mon nom n'était pas parmi les rires. Je me suis dirigé vers la porte, m'attendant à moitié à ce qu'elle s'ouvre en grand et que quelqu'un crie « Il est à la maison ». Au lieu de cela, le silence a répondu à mon coup. J'ai réessayé, plus fort. Toujours rien. À travers le fin rideau, je pouvais voir des gens bouger. Les parents de Vivienne, son frère, des visages que je reconnaissais à peine. Le salon avait été réaménagé. Notre photo de mariage avait disparu, remplacée par une photo encadrée de ses parents coupant un ruban devant ce qui était autrefois l'ancien logo de mon entreprise. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié ma boîte de réception. Vivienne m'avait envoyé une invitation de calendrier il y a des semaines pour le dîner de Thanksgiving, mais en faisant défiler vers le bas, les noms de mes parents n'y figuraient pas. Le mien non plus. L'événement indiquait « Thanksgiving à la résidence Crowell », organisé par Vivienne et sa famille. Vivienne et sa famille. Mes parents, les vrais Crowell, étaient assis devant leur propre maison comme des invités non désirés. Je me suis retourné vers eux. Ma mère a essayé de sourire. Le genre de sourire qui cache la honte, pas la joie. « Tu ne devrais pas être ici pour le moment, Asher, dit-elle doucement. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée. J'ai regardé par-dessus son épaule à travers la fenêtre. Vivienne se tenait près de la table, la main posée légèrement sur celle de son père. Il riait. Ma chaise à la tête de la table était vide, mais la place avait été mise. De l'argenterie polie, une serviette pliée, un verre de vin déjà versé.
J'ai senti quelque chose de froid me parcourir l'échine. Le vent s'est levé, soufflant des feuilles sur le porche. La lumière au-dessus de nous a de nouveau vacillé. Mon père a serré le bras de ma mère comme pour l'empêcher d'en dire plus. Je me suis approché, la voix basse. « Dans quelle maison sommes-nous, maman ?» Elle m'a regardé, les yeux rouges. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Elle a juste secoué la tête. Le silence entre nous s'est étiré. Je voulais poser 100 questions, mais aucune ne semblait juste. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai tendu la main vers la sienne. Elle était froide. Et je l'ai aidé à se lever. Mon père a hoché la tête, évitant mon regard. Nous avons descendu les marches ensemble, le crissement du gravier sous nos chaussures, le seul son. La voiture était garée sur le trottoir où je l'avais laissée. Derrière nous, des rires éclatèrent de nouveau de l'intérieur, plus forts cette fois. Je pouvais presque distinguer la voix de Vivienne. Il est temps que cette maison nous ressemble. Le mot « nôtre » me brûla. J'ai ouvert la portière pour mes parents. Ma mère a hésité, jetant un dernier regard vers les fenêtres éclairées. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Je l'ai tenue fermement jusqu'à ce qu'elle retrouve son équilibre. L'air sentait la cannelle et la dinde rôtie. Cela aurait dû ressembler à la maison. Ce n'était pas le cas. En montant sur le siège du conducteur, je n'ai pas pu tourner la clé tout de suite. Mes mains sont restées sur le volant, les lumières du tableau de bord projetant une faible lueur sur le visage fatigué de mon père. Je voulais demander ce qui s'était passé, mais je connaissais déjà la réponse. Le genre de réponse qu'on ne peut pas réparer avec des mots. En reculant dans l'allée, j'ai jeté un dernier regard à la maison, la lumière du porche vacillant, la porte d'entrée toujours ouverte juste assez pour que les rires s'échappent. Ils ne m'ont même pas vu, ai-je murmuré. Mon père a tendu la main, a posé la sienne sur la mienne. C'est peut-être le but, mon fils. Je n'ai pas répondu. Le vent portait un faible écho du toast de Vivienne, le mot « famille » rebondissant dans la rue vide alors que je m'éloignais. La route devant était sombre, mais dans le rétroviseur, cette maison, ma maison, continuait de rétrécir jusqu'à n'être plus qu'un point de lumière avalé par la nuit. La porte s'était refermée derrière nous. Mais je n'avais pas fini d'écouter. À travers la vitre, je les ai entendus rire à nouveau, comme si nous n'avions jamais existé. Je n'ai pas tourné la clé dans le contact. Je suis juste resté assis là, les mains lâches sur le volant, fixant la porte d'entrée. Puis lentement, je suis sorti de la voiture. Mes parents sont restés assis. Ma mère a gardé les yeux sur ses genoux. Mon père a regardé vers la pelouse du voisin. Aucun des deux ne m'a arrêté. Ils savaient où j'allais. Mes chaussures ont craqué sur les mêmes feuilles que je ratissais chaque automne. La porte était toujours ouverte, pas grande, juste assez pour que la musique s'échappe, et avec elle l'odeur épaisse de dinde rôtie et quelque chose de trop sucré, comme de la garniture de tarte achetée en magasin. À l'intérieur, l'atmosphère était chaude, fabriquée. Le sol était poli différemment maintenant, une teinture plus foncée, plus de paillasson avec notre nom de famille cousu en fil bleu marine. J'ai marché avec précaution. C'était ma maison, mais m'est pas résonné comme une effraction. L'entrée avait été redécorée. Je l'ai remarqué dans les détails. Le miroir avec le cadre en bois flotté que Vivienne disait toujours jurer avec les murs. Disparu. Le petit bol où papa jetait ses clés. Disparu. Et là où notre photo de famille était accrochée au-dessus de la cheminée. Disparu. À sa place, un immense portrait brillant de Vivienne et de ses parents vêtus de couleurs d'automne assorties, les bras l'un autour de l'autre comme s'ils étaient des acteurs dans une publicité de Thanksgiving. La toile était centrée, professionnellement éclairée, parfaitement mise en scène. Je suis resté là trop longtemps. La voix de Vivienne flottait depuis la salle à manger. « Asher, tu es arrivé tôt. » Elle est entrée dans mon champ de vision tenant une serviette en lin plié, les sourcils levés de surprise calme. Son ton avait la douceur d'un agent immobilier en pleine vente. « Je ne t'attendais pas avant demain matin, » a-t-elle dit. Puis, remarquant mes yeux sur le portrait, elle a ajouté légèrement « Oh, on met le mur à jour, on essaie de garder une certaine cohérence. » Cohérence. Ma mère avait encadré cette photo originale. C'était la dernière avant que sa main ne commence à trembler. Nous l'avions prise sous le chêne dans le jardin. Celui que mon père avait planté à ma naissance. Je n'ai pas répondu. Derrière moi,
j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Mes parents avaient dû me suivre. Je me suis légèrement retourné. Maman se tenait juste à l'intérieur, les mains jointes, la manche de son pull glissant de nouveau. Le bleu sur son poignet semblait plus sombre sous l'éclairage encastré. Elle m'a remarqué en train de regarder et a rapidement remonté le tissu. Vivienne a également surpris le regard. Elle n'a rien dit, a juste souri les lèvres pincées et s'est retournée vers la cuisine. Faisons asseoir tout le monde, a-t-elle appelé par-dessus son épaule. Le dîner avait déjà été servi. J'ai remarqué notre argenterie, le service que mes parents nous avaient offert pour notre 5e anniversaire, maintenant disposé dans une perfection symétrique et impersonnelle. Vivienne dirigeait le personnel, sa voix s'élevant au-dessus du jazz doux qui jouait en arrière-plan. Assurons-nous que Madame Ben et moi nous occupons du service. Le service. J'ai regardé une jeune femme, quelqu'un de la société de restauration, toucher doucement le coude de ma mère. Si cela ne vous dérange pas, madame, nous nous en chargeons à partir d'ici. Ma mère a reculé. C'était sa cuisine, la sienne. Elle m'a appris à éplucher les pommes de terre à ce comptoir. Elle fredonnait en cuisinant, dansant parfois un peu quand elle pensait que personne ne la regardait. Maintenant, on la mettait de côté comme quelqu'un qui s'attarde trop longtemps au bar du petit déjeuner d'un hôtel. La dinde avait l'air parfaite. L'air sentait la fête. Mais tout semblait faux. Nous nous sommes assis. Ou plutôt, on nous a assis. Le père de Vivienne, Harold, a pris la place à la tête de la table. Ma place. Eleanor, sa mère, rayonnait devant la nourriture comme si elle l'avait cuisinée elle-même. Vivienne a fait teinter son verre. À la famille, a-t-elle dit, aux personnes qui savent comment faire briller une maison. Applaudissements. Rire. Les mains de mon père étaient jointes. Ses yeux ont trouvé les miens. Humides mais stables. Un message silencieux est passé entre nous. Ne dis rien. Pas encore. On a frappé à la porte. Un des traiteurs a répondu. Une voisine d'en face, Suzanne, celle qui amenait toujours son bigle à l'air fatigué sur notre pelouse, tenait une tarte. Vivienne s'est précipitée vers la porte avec cette grâce désinvolte qu'elle portait comme un bijou. Oh, merci, Suzanne. Viens rencontrer tout le monde. Elle a commencé les présentations. Ses parents, son frère, sa cousine, même les traiteurs ont eu des noms. Mais pas mes parents. Ils aident juste pour le dîner, a-t-elle dit nonchalamment, comme pour expliquer les déménageurs. Aide juste. Ma gorge s'est nouée. J'ai construit cette maison pour eux. Brique par brique, chaque coin, chaque fenêtre. Et maintenant, ils étaient des invités sans nom. J'ai serré la mâchoire, retenant la chaleur. Je savais que si je parlais maintenant, ça sortirait tout de travers. Après le dessert, je me suis levé, je me suis excusé, j'ai dit que je devais passer un appel. Personne n'a levé les yeux. J'ai marché dans le couloir, devant la cuisine, devant la salle de bain des invités où ma mère avait autrefois peint des tournesols jaunes sur les carreaux parce qu'elle disait que la pièce avait besoin de joie. Il y avait un espace sur le mur, un clou vide où notre photo avait été accrochée pendant plus d'une décennie. Je suis resté là, à regarder l'absence. Pas de colère, pas même de tristesse, quelque chose de plus froid, de plus aigu, de la résolution. Ils nous ont effacés ce soir. Mais je me souviens de chaque image. Avant de dormir cette nuit-là, j'ai ouvert une boîte que je n'aurais pas dû garder. Elle était dans le coin de mon ancien bureau, la seule pièce dont Vivienne ne s'était jamais souciée d'entrer. L'air sentait encore légèrement le cèdre des étagères que j'avais construites il y a des années. Dehors, le vent claquait contre les volets, et de légers flocons de neige avaient commencé à tomber. Le genre de silence qui rend votre propre respiration trop forte remplissait la pièce. La boîte en carton était simple, marquée seulement d'un charpie noir. Dossier personnel. Je ne me souvenais pas de l'avoir étiqueté, mais l'écriture était la mienne. Je l'ai glissé sur le bureau, j'ai enlevé une couche de poussière et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une décennie de ma vie, des actes de propriété, des reçus d'entreprise et des lettres jaunies de mes parents me félicitant d'avoir acheté cette maison. J'ai passé mes doigts sur les papiers, sentant leur bord comme si je traçais les sillons de vieux souvenirs. Chaque clou, chaque mur, chaque centimètre de cet endroit portait mon nom. Je n'avais tout simplement pas réalisé à quel point quelqu'un l'avait effacé en silence. Au début, c'était réconfortant,
la preuve qu'autrefois cette maison avait été la mienne, à la fois en nom et en esprit. Puis, plus profondément dans la pile, j'ai vu quelque chose qui ne correspondait pas. Un reçu plié de notre banque commune daté d'il y a 2 ans. L'en-tête indiquait « transfert de titre temporaire ». Mon cœur s'est serré. Je me souvenais de ce jour. Vivienne était entrée dans mon bureau avec ce sourire calme qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de grand. « C'est juste une formalité, H », avait-elle dit. « Un ajustement fiscal pour l'entreprise. Tu le signeras en retour plus tard. Fais-moi confiance, ça nous protégera. » Et je l'avais fait. Maintenant, au bas de ce document, une ligne était ajoutée en petits caractères. Une que je n'avais pas remarquée auparavant. Titre entièrement réattribué. Propriété fusionnée sous Ben Holdings LLC. Ben, ses parents. J'ai posé le papier lentement. Le bruit de celui-ci heurtant le bureau semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Je me suis penché en arrière, fixant le plafond. La maison, ma maison, n'était plus légalement la mienne. Elle ne l'avait pas été depuis des années. Ils ne l'ont pas volée du jour au lendemain. Ils avaient construit le vol brique par brique derrière des sourires polis et des dîners de fête. Dehors, la neige s'épaississait, peignant les fenêtres en blanc. Mon reflet dans la vitre semblait calme, mais ce n'était pas la paix. C'était le genre d'immobilité qui précède l'éclatement d'une tempête. Je suis retourné dans la boîte. De vieilles factures, des contrats d'entrepreneur, une copie du permis de construire, tout signé par moi, tous inutiles maintenant. Puis j'ai vu quelque chose d'étrange. Un mince dossier avec du ruban adhésif le long du bord. Il semblait plus récent, plus lisse que les autres. J'ai décollé le ruban avec précaution. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée, écrite de la main de Vivienne. Je l'ai reconnue instantanément, sa cursive en boucle, le genre qui me faisait sourire quand elle laissait des mots dans ma valise avant les voyages d'affaires. Celui-ci n'était pas ce genre de mots. Si quelque chose tourne mal, lisait-on, les actifs sont en sécurité avec mes parents. Il ne me contestera jamais. Il n'aime pas les conflits. Je l'ai regardé pendant un long moment. L'encre avait un peu bavé, probablement à cause de l'humidité, mais chaque mot était clair. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était une stratégie. Elle avait écrit cette ligne il y a des années. Une femme se préparant à une guerre que je n'ai jamais vue venir. Et dans cette phrase, je me suis vu. L'homme silencieux qui pensait que le calme signifiait la force. L'homme qui évitait les disputes, pensant que la paix pouvait maintenir les choses ensemble. L'homme qui signait des papiers qu'il ne lisait pas assez attentivement, faisant confiance à l'amour pour ne jamais utiliser sa confiance comme une arme. Elle a bâti son pouvoir sur mon silence, ai-je murmuré. L'horloge au mur tic-taquait plus fort que d'habitude. Chaque seconde me grattait la poitrine. J'ai replié la note, je l'ai placée dans la boîte et j'ai refermé doucement le couvercle. Pas comme une preuve, mais comme une fin, le genre qu'on donne à quelque chose qu'on ne pleure plus. S'ils ont construit cette maison avec des mensonges, je vais démonter la vérité brique par brique. Le couloir à l'extérieur du bureau était sombre. Mes parents dormaient dans la chambre d'amis, un espace à peine assez grand pour 2 personnes et une table de chevet. J'ai marché tranquillement, m'arrêtant à la porte. La main de ma mère reposait sur le bras de mon père, le bleu à peine visible même dans la pénombre. Sa respiration était douce, inégale. Pendant un instant, j'ai pensé à la réveiller, à lui dire tout ce que je venais de découvrir. Mais à quoi bon ce soir? J'ai tendu la main vers l'interrupteur près de la porte du porche. La lumière a vacillé une fois, faiblement, puis s'est éteinte. J'ai appuyé de nouveau. Rien. Cette même lumière du porche qui avait éclairé ses larmes il y a quelques heures, complètement éteinte maintenant. C'était peut-être approprié. Je suis resté là un moment, regardant la neige s'accumuler sur le rebord de la fenêtre. Mon reflet semblait plus vieux, d'une manière ou d'une autre, plus froid. Demain, ai-je dit doucement à la maison vide, je commence à me souvenir à voix haute. Le chauffage s'est mis en marche, bourdonnant doucement dans les conduits. Quelque part dans le couloir, une lame de plancher a craqué, comme si la maison elle-même bougeait sous le poids de ses nouveaux propriétaires. J'ai éteint la lampe du bureau, j'ai laissé la boîte sur le bureau et je me suis dirigé vers la chambre d'amis. La neige à l'extérieur tombait plus fort, avalant les lampadaires un par un. Au moment où je me suis allongé, je savais déjà que le sommeil ne viendrait pas. Au moment où le soleil a percé la fine couche de nuages gris,
j'avais déjà conduit 3 pâtés de maison avec une seule idée en tête, du café et des bagels frais pour mes parents. Rien d'extraordinaire, juste de la chaleur. La ville semblait en sourdine ce matin-là. Le givre s'accrochait au bord des fenêtres comme s'il avait été peint. Thanksgiving était terminé, mais quelque chose de plus lourd avait commencé. J'ai ralenti en arrivant. La même allée dans laquelle j'avais reculé pendant plus d'une décennie. Les mêmes parterres de jardin, bien que le paillis ait l'air fraîchement retourné. Je suis sorti, la vapeur s'échappant des couvercles de café dans ma main. En arrivant à la porte d'entrée, j'ai cherché ma clé dans la poche de mon manteau. Je l'ai insérée. Elle s'est arrêtée à mi-chemin. J'ai froncé les sourcils. J'ai réessayé. Rien à faire. J'ai essayé la porte latérale. Puis le garage. Tous verrouillés. Verrouillés à double tour. Changé. J'ai frappé. Pas fort, pas en colère, juste confus. De l'intérieur, j'ai entendu des pas. Pas les siens, pas ceux de quelqu'un que je reconnaissais. Plus doux, plus rapide. Puis la porte s'est ouverte. À peine une fente. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant à regarder. Uniforme soigné, posture raide. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé, toute politesse, mais sans chaleur. J'ai cligné des yeux. « J'habite ici. » Elle m'a regardé de haut en bas, puis a offert un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne pense pas, monsieur. On m'a dit que cette résidence est privée maintenant. » Avant que je puisse répondre, une autre voix est descendue de l'escalier. Asher. Vivienne se tenait là, comme une page de magazine. Cheveux parfaits, robe de chambre en soie, tasse à la main. Tu es levé tôt. Je pensais que tu étais reparti à Singapour. Ses paroles étaient d'une douceur sirupeuse, mais le tranchant était indéniable. Non. Elle a hoché légèrement la tête, descendant quelques marches. Eh bien, on a supposé. Tu es toujours en mouvement. Puis vint la vraie révélation. Elle a fait un geste léger vers la nouvelle femme. Voici Marlène. Elle fait partie de la nouvelle équipe de la maison. On a fait quelques changements, simplifié les choses. Tu sais comment le désordre s'installe. J'ai regardé au-delà d'elle dans le couloir. Les tableaux étaient différents. Même l'odeur de l'endroit avait changé. Plus de vernis au citron, plus de léger santal des vieilles pantoufles de mon père. Juste de la lavande et de l'eau de Javel. Je vois, ai-je dit. Où est Paul? Notre jardinier. Ses sourcils se sont levés. Il a pris sa retraite. Il a dit qu'il était temps. On l'a laissé partir avec une belle prime. C'est mieux comme ça. Un nouveau départ. Je n'ai pas répondu. Nouveau pour qui? Je suis parti sans un mot de plus. En milieu de matinée, j'ai aidé papa à régler le chauffage dans leur petit appartement de location quand on a frappé. 2 agents, bien habillés, calmes. Monsieur Crowell? Je me suis avancé. Nous avons reçu un appel ce matin. Un signalement de possible coercition sur personne âgée, un déménagement sans consentement. Le plus jeune des deux a jeté un coup d'œil à mon père, qui venait de se lever du fauteuil. Tout va bien ici, monsieur? Mon père a hésité. Sa main a tremblé très légèrement alors qu'il la fourrait dans sa poche. On va bien, a-t-il dit, la voix calme. Mon fils nous a amenés ici. On est avec lui. Ils se sont regardés, puis ont hoché la tête, ont pris quelques notes, nous ont remerciés et sont partis. Mais à ce moment-là, l'hésitation de mon père, ça m'a coupé plus profondément que je ne l'aurais cru. Après leur départ, il s'est rassis lentement et a murmuré, « Mon fils, ils ne vont pas s'arrêter. » J'ai hoché la tête. Alors nous non plus. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de rage. J'ai ouvert mon ordinateur portable. En début d'après-midi, j'étais assis en face de Richard Kellman, l'avocat de longue date de notre famille. Il avait l'air plus âgé maintenant. Plus gris, plus mince, mais aussi vif que jamais. Son bureau sentait le papier et la menthe poivrée, le radiateur cliquetant dans le coin. Il a examiné les documents lentement, ses lunettes glissant sur son nez. Quand il a levé les yeux, son visage était indéchiffrable. Ils ont construit une chaîne de titres solides. Pas de fraude évidente. Vous avez signé le transfert. Je sais. Il n'y a aucune preuve de force, juste de la mauvaise foi.
Alors, que faisons-nous? Kelman s'est penché en arrière. Vous vous battez contre des gens qui se soucient de l'apparence, pas de l'éthique. Ce sera une guerre de récit. Alors nous contrôlons le récit. Il a souri faiblement. Vous avez toujours été silencieux, Asher. Mais pas passif. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison, non pas la maison, mais l'endroit où mes parents dormaient maintenant. Une petite location, 2 chambres, des planchers qui craquent. Maman s'était déjà endormie sur le canapé, une couverture autour d'elle. Dans sa main, à moitié ouverte, elle serrait une serviette en lin du dîner de la veille, brodée au coin. Un seul mot, maison. Je me suis assis à côté d'elle, en faisant attention de ne pas la réveiller. Les serrures avaient été changées, le personnel remplacé, l'histoire réécrite. Mais sous la surface, sous leur fondation, la vérité restait. Et je n'avais pas encore fini. Le soir suivant, la ville s'était installée dans ce demi-silence qui vient entre le dîner et le sommeil. Les voitures ronronnaient faiblement sous la fenêtre de l'appartement. Mes parents regardaient une rediffusion de fin de soirée, le son bas. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. Le curseur clignotait sur un email vierge. Ce n'était pas de la vengeance que je voulais. C'était de la précision. Sujet, avant que vous ne perdiez plus que la propriété. Cor, je sais ce que votre fille a fait. J'ai des preuves. Parlons en privé avant que cela ne devienne public. Je l'ai relu 2 fois. Pas de menaces, pas de drame, juste la vérité. Emballé proprement. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Le message n'était pas pour Vivienne. C'était pour son père, Harold Ben, l'homme qui l'avait coaché en charme et en tromperie depuis qu'elle était assez grande pour parler affaires à table. Je connaissais des hommes comme lui. Il ne répondait pas aux avertissements. Il réagissait à la peur. Je me suis penché en arrière, regardant le message disparaître dans le vide numérique, et j'ai expiré lentement. Les lumières de la ville vacillaient contre la fenêtre, des reflets rouges et dorés pulsant comme un battement de cœur. Le lendemain matin, j'étais de retour au bureau de Kelman. Il m'a accueilli avec son calme sec habituel, café à la main, manches retroussées. On dirait un homme sur le point de faire quelque chose d'irréversible, a-t-il dit. Pas irréversible, ai-je répondu. Juste en retard. Il a souri faiblement et a déverrouillé un tiroir, me tendant un petit disque dur externe enveloppé dans une enveloppe brune. J'ai ça en archive depuis que vous avez vendu votre première entreprise. Sauvegarde d'entreprise avant la fusion. Vous voudrez peut-être vérifier le dossier Arbor Trust. De retour à l'appartement, je l'ai connecté à mon ordinateur portable. Les dossiers étaient datés, organisés, typiques de ma façon de travailler. Contrat, accord scanné, déclaration fiscale. Puis, enfoui près du bas, un dossier intitulé « Arbor Trust ». À l'intérieur se trouvaient des mémos vocaux, des fichiers audio. J'ai cliqué sur le premier, statique, puis une voix. Celle de Vivienne, claire, mesurée, professionnelle, rien à voir avec le ton doux qu'elle utilisait à la maison. Nous déplaçons ses actifs avant qu'ils ne s'en aperçoivent, a-t-elle dit. Au moment où il le fera, cela semblera volontaire. Il signe tout. Il fait trop facilement confiance. Il y eut un léger rire en arrière-plan. Celui d'Harold. Il est intelligent, mais pas impitoyable, a-t-il ajouté. C'est votre levier. J'ai figé, je l'ai rejoué. Chaque mot était un clou scellant la vérité que je connaissais déjà. Je n'avais pas été trahi par accident. C'était orchestré. J'ai copié les fichiers, je les ai cryptés sur un disque dur séparé et j'ai remis la sauvegarde à Kelman plus tard dans l'après-midi. S'ils ont construit cet empire sur du papier, ai-je dit, je les enterrerai dans de la documentation. Il m'a regardé pendant un long moment avant de dire doucement, alors, mon fils, creuse profondément. Ce soir-là, dans un restaurant sombre de l'autre côté de la ville, Harold Ben dînait avec un consultant, un négociateur, le genre qui échangeait des faveurs autour d'un steak en riant doucement. À mi-chemin du dîner, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil. Mon nom sur l'écran. Il l'a d'abord ignoré, tranchant son repas, essayant de garder la conversation fluide. Mais ensuite, une autre alerte est apparue. Un lien cloud. Preuve de fraude. Banes Holdings. Sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Tout va bien, Harold, a demandé le consultant. Des bêtises de famille, a dit rapidement Harold.
mais sa main a légèrement tremblé en attrapant son verre. Plus tard dans la nuit, il a appelé Vivienne. « Tu m'as dit qu'il ne se battrait pas » a-t-il dit, la voix basse mais aiguë. « Il ne le fera pas » a-t-elle répondu. « Il n'a pas le courage. » Alors explique ça. Une pause. Il a transféré l'email. Quand Vivienne l'a ouvert, le silence de son côté était différent. Pas de confusion, pas de colère, de la peur. Pour la première fois, sa certitude s'est fissurée. Je n'avais pas besoin de la voir pour le savoir. Je me suis assis à mon bureau cette nuit-là, les lumières éteintes, la ville brillant à l'extérieur. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. Pas l'homme qu'elle avait rejeté, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'éveillé. Je n'ai pas besoin de crier, ai-je murmuré dans la pièce vide. J'ai juste besoin que la vérité résonne assez fort. J'ai commencé à écrire une chronologie. Chaque virement, chaque faux rapport, chaque acte manipulateur caché derrière la civilité. Chaque ligne était un pas vers la récupération de ce qui avait été pris. Quand la liste a été terminée, je me suis senti plus léger. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce que pour la première fois, je ne réagissais pas. Je dirigeais. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié mes parents. Maman était assise à la petite table de la salle à manger, ses mains enroulées autour d'une tasse de tisane à la camomille. « Tu as l'air plus calme ce soir » dit-elle doucement. « Je ne suis pas calme » ai-je répondu. « Je suis concentré. » Elle a souri, à moitié fatiguée, à moitié fière. « Ton père a toujours dit que la patience peut être plus forte que la rage. Alors peut-être qu'il est temps qu'il m'entende. » Je suis sorti sur le petit balcon. L'air froid me mordit la peau. De l'autre côté de la rue, une lumière de Porsche vacillait comme celle de la maison. Peut-être une coïncidence. Peut-être un rappel. Je suis rentré, j'ai trouvé une vieille boîte à outils sous l'évier et j'ai changé moi-même l'ampoule au-dessus de notre porte. La lumière s'est allumée, stable et chaude. Une petite victoire. Mais cela signifiait quelque chose. Parce que la lumière, une fois restaurée, n'oublie pas où il a fait sombre. Au lever du jour, Vivienne avait déjà fait son coup. Un coup qui pourrait tout détruire si je n'étais pas prêt. Son coup n'est pas venu de la peur. Il est venu de l'arrogance. Et l'arrogance a toujours été sa faiblesse. Je l'ai découvert en milieu de matinée en parcourant les nouvelles économiques tout en sirotant un café amer. Tous les grands médias diffusaient la même image. Vivienne debout devant le bâtiment de Ben Holdings, posée, souriante, le vent attrapant ses cheveux juste comme il faut. Elle parlait aux caméras comme si elle faisait de la charité, pas de la tromperie. Mon mari, Asher Crowell, reçoit actuellement un traitement à l'étranger, a-t-elle dit, la voix douce comme de la soie. Il a été soumis à un grand stress, et j'ai géré les affaires de notre famille en son absence. Cela a été difficile, mais nous tenons bon. Elle a même fait une pause pour respirer. Un moment calculé de compassion. La foule de journalistes a hoché la tête avec sympathie. Les flashs des appareils photo ont crépité. Un journaliste a crié « M ». Crowell reprendra-t-il la direction une fois rétabli? Vivienne a souri. Avec le temps, oui, mais pour l'instant, notre priorité est sa santé et sa vie privée. Les titres sont arrivés plus vite que le café n'a refroidi. Une visionnaire de l'entreprise prend le relais alors que son mari lutte contre la dépression. La femme d'un dirigeant de la technologie prend les rênes au milieu d'une crise familiale. Chaque mensonge enveloppé juste assez de vérité pour paraître crédible. À midi, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages d'anciens partenaires, d'investisseurs, même d'amis d'université. Certains offraient de la sympathie. D'autres voulaient des déclarations. Quelques-uns ne se donnaient pas la peine de cacher leur curiosité. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Ils n'avaient pas seulement volé ma propriété. Ils avaient réécrit mon existence. Kelman a appelé quelques minutes plus tard. Sa voix était tendue, en colère. « Asher, tu as vu la presse. » « Oui. » « On peut faire une déclaration publique. » « Contrez ça immédiatement. » « Non. » Il est resté silencieux une seconde. « Non. » « Laisse-les parler, » ai-je dit. Chaque mensonge laisse une empreinte. Et elle vient d'en laisser plein. Il a expiré. Tu prépares quelque chose. Je prépare quelque chose. Pour le reste de l'après-midi,
j'ai passé en revue les coupures de presse, les horodatages, les citations, les angles de caméra. Chaque émission était une autre miette de pain. Elle avait trop dit, trop doucement, assez pour se piéger plus tard. Ce soir-là, alors que je triais des dossiers, on a frappé à la porte de l'appartement. Ma mère a ouvert avant que je puisse me lever. Puis elle s'est figée. Vivienne se tenait là, impeccable comme toujours, tenant un dossier en cuir sous son bras. La lumière du couloir brillait derrière elle, la dessinant comme un fantôme qui n'avait pas encore réalisé qu'elle était morte. Puis-je entrer, a-t-elle demandé, les yeux balayant déjà la pièce. J'ai hoché la tête une fois. Pourquoi faire? Elle a posé le dossier sur la table et s'est assise, croisant les jambes avec soin. Tu rends ça plus difficile que nécessaire. Toi aussi. Elle n'a pas scié. Je suis venu faire la paix, mais la paix exige une conclusion. Elle a fait glisser le dossier vers moi. Signe ça. Il est temps que nous passions tous les deux à autre chose. J'ai ouvert le dossier. Des papiers de divorce prédatés. Ma signature déjà imprimée en parfaite imitation. Je l'ai regardé. Tu me falsifies maintenant aussi? Elle a souri. Ce sourire vide et exaspérant qu'elle utilisait quand elle pensait qu'elle était en train de gagner. Ce n'est pas de la falsification si ça reflète la réalité. HR, tu es parti depuis des mois. Le public pense que tu es à l'étranger. Simplifions les choses. Son calme était mécanique, répété. Et puis je l'ai vue. Dans le reflet de la fenêtre derrière elle, la faible silhouette de la voiture de ses parents garée à l'extérieur. Phares éteints. Même ta cruauté, ai-je dit doucement, vient avec un public. Ses yeux ont vacillé pour la première fois de la nuit, juste une seconde. Puis elle s'est levée, rassemblant le dossier. Tu as changé, HR. Mais pas assez. Quand elle est partie, le silence qu'elle a laissé derrière elle était épais, plus lourd que la colère, plus lourd que la peur. Je suis allé dans la petite salle de bain, celle avec le miroir fissuré au-dessus du lavabo. La lumière bourdonnait doucement au-dessus. Pendant un long moment, j'ai juste regardé. La fracture dans le miroir a capturé mon reflet 2 fois. M'a divisé en 2. L'homme que j'étais et celui que je devais devenir. Tu les as laissés te transformer en fantôme, ai-je murmuré à mon propre reflet. Plus maintenant. Sans réfléchir, j'ai frappé le verre du poing. Les fissures se sont propagées comme des éclairs. Du sang a coulé sur mon poignet, fin et brillant. La voix de ma mère a résonné depuis le couloir. HR, qu'as-tu fait? Je me suis tourné vers elle, la main tremblant légèrement, mais la voix stable. Tout va bien, maman. J'avais juste besoin de voir ce qu'il y a en dessous. Elle s'est précipitée pour prendre une serviette, m'enveloppant la main, les yeux pleins de peur. Tu n'as pas à les combattre comme ça. J'ai rencontré son regard. Je le suis déjà. Plus tard dans la nuit, je me suis de nouveau assis à la table de la cuisine, au même endroit où tout cela a commencé. Ma main palpitait doucement sous le bandage. La lueur de mon ordinateur portable éclairait la pièce d'un bleu pâle. J'ai ouvert un nouvel email, cette fois pas à Harold, mais au Ledger. Bureau d'enquête. Sujet, vérifier les actes de propriété. Bannes Holdings. Corps, vous manquez une histoire. Commencez par les déclarations fiscales datées du 12 mai 2021. Suivez les signatures. J'ai hésité une seconde, le doigt au-dessus de la touche. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Dehors, la nuit était silencieuse. Le monde ne le savait pas encore, mais une nouvelle guerre venait de commencer, une qui ne serait pas menée dans les salles d'audience ou les salles de conseil, mais dans l'espace silencieux entre la vérité et l'exposition. Parce que le matin, la vérité aurait des dents, et elle mordrait exactement là où ça faisait le plus mal. Le premier titre a frappé avant le lever du soleil. À 8 heures, toutes les chaînes financières le diffusaient. Bannes Holdings sous examen fédéral. Des allégations de fraude immobilière émergent. Les mots se sont propagés comme une traînée de poudre dans toutes les salles de conseil de Richmond. Les investisseurs ont paniqué. Les actionnaires ont exigé des déclarations. Et pour la première fois depuis des années, le nom de Bannes a tremblé. J'étais assis à la table de la cuisine de mes parents, mon café refroidissant à côté de moi, mon ordinateur portable ouvert. Le présentateur du journal du matin parlait de ce calme professionnel destiné à adoucir le chaos.
Des sources allèguent l'existence d'enregistrements liant des membres de la famille de la direction à des transferts falsifiés au sein de Harbor Trust. Les auditeurs fédéraux ont commencé un examen préliminaire. Ma mère a jeté un coup d'œil depuis le couloir, sa robe de chambre lâchement nouée. « Tu as fait ça ?» Je n'ai pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. De l'autre côté de la ville, Vivienne s'est réveillée en entendant des coups à la porte. Des journalistes se pressaient dans son allée. Des flashs crépitant à travers le brouillard. Son père, Harold, se tenait dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, le visage rouge d'incrédulité. « Qui a divulgué ça ?» aboya Théil. Vivienne, pâle et tremblante, marmonna légèrement. « Ils ont dit que c'était anonyme. » Harold a claqué son téléphone sur le comptoir. « Anonyme ? Mon pied. C'est ta chair. Qui d'autre ? » Ses mains tremblaient en versant du café, essayant de paraître calme. « Tu as dit qu'il ne se battrait pas, j'ai dit qu'il n'en avait pas l'air, » aboya Harold. « Tu aurais dû finir le travail avant qu'il ne retrouve ses esprits. » J'ai regardé leur chaos se dérouler depuis mon salon. La télévision montrait une couverture en direct. Des voitures se pressant devant le siège de Ban, des employés évitant les caméras. Le journaliste avait fait exactement ce que j'avais espéré. Pas tous les fichiers, juste assez. Assez pour créer le doute. Assez pour que chaque déni semble répété. J'ai baissé le volume et j'ai dit doucement, on peut prendre le nom de quelqu'un, mais pas sa vérité. Kelman a appelé quelques minutes plus tard. C'est ça, Asher. Le moment est parfait. Nous déposons la plainte civile maintenant, avant qu'il ne la retourne. Pas encore, ai-je dit. Ils font encore semblant de tenir. Voyons jusqu'où ils tomberont d'abord. Il a soupiré, mais n'a pas discuté. Il me connaissait assez bien maintenant. Je ne cherchais pas les gros titres. Je cherchais l'exposition, le genre qu'il ne pourrait pas nettoyer avec un communiqué de presse. Le soir, Richmond scintillait sous les lumières froides de décembre. L'hôtel Jefferson organisait un gala de charité, un que Vivienne et son père ne pouvaient pas manquer sans admettre leur défaite. Les caméras étaient là aussi. Chaque sourire semblait plus crispé que d'habitude, chaque poignée de main prudente. Je n'y suis pas allé. Je n'en avais pas besoin. Le monde regardait pour moi. À mi-chemin du dîner, alors que les serveurs débarrassaient les assiettes et que l'orchestre passait à quelque chose de lent, un projecteur au fond de la salle de bal s'est allumé. Au début, les gens ont pensé que cela faisait partie de la présentation. Puis le son est venu. La voix de Vivienne. Il ne se battra pas. Il ne le fait jamais. C'est pourquoi nous allons gagner. La salle s'est figée. L'enregistrement était net. L'audio clair. Des halètements se sont propagés comme des ondulations dans la foule. Le visage d'Harold s'est vidé de sa couleur. Le verre de vin de Vivienne a glissé de sa main, se brisant contre le sol en marbre. Les journalistes se sont précipités. Les donateurs ont chuchoté. Les caméras se sont levées comme un essaim de vautours. Au fond de la salle de bal, un membre du personnel de l'hôtel a débranché le projecteur, mais il était trop tard. Le mal était déjà fait, silencieux, irréversible. De retour dans mon appartement, j'ai regardé tout se dérouler en direct. Le chat a explosé de spéculation. Je n'ai pas souri. J'ai juste expiré, lentement et régulièrement. Je vous l'avais dit, ai-je murmuré. Laissez la vérité résonner. 2 heures plus tard, une voiture a freiné brusquement devant mon immeuble, puis des coups à ma porte. Quand j'ai ouvert, Vivienne se tenait là, la pluie dans les cheveux, les yeux fous. « Tu m'as ruiné » a-t-elle crié. « As-tu une idée de ce que tu as fait ?» Je n'ai pas bougé. « Non, Vivienne. Tu t'es ruiné toi-même le jour où tu as appelé la police pour mes parents. » Des larmes striaient son maquillage, mais ce n'était pas du remords. C'était de la peur. « Tu penses que ça fait de toi une sorte de héros ?» a-t-elle aboyé. Les gens oublieront. Ils oublient toujours. Je me suis approché, la voix basse mais stable. Peut-être, mais pas avant qu'ils ne se souviennent de qui tu es vraiment. Son souffle s'est coupé. Tu n'as pas ce qu'il faut pour finir ça. Peut-être pas de la façon dont tu le penses, ai-je dit. Mais je n'ai pas besoin de te détruire, Vivienne. J'ai juste besoin d'arrêter de prétendre que tu existes. Pour la première fois, elle n'a rien dit. Elle s'est juste retournée et est partie.
Quand la porte s'est refermée derrière elle, l'appartement a semblé plus lourd. Pas plus sombre, juste plus silencieux. Je suis sorti sur le balcon, la ville scintillant sous une pluie fine. Quelque part, une sirène a hurlé faiblement. La vie continuait, mais plus lentement ce soir. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appelé Kelman. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Il est temps. Il est temps, ai-je dit. Préparez les dépôts de plainte. Demain, nous allons au tribunal. Compris. Avant de raccrocher, j'ai regardé la serviette que ma mère avait brodée. La même que j'avais gardée pliée à côté de mon ordinateur. Un seul mot cousu dans le coin. Maison. J'ai tracé les fils avec mon pouce et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je murmuré. C'est de la restauration. La pluie est tombée plus forte alors, douce mais implacable, emportant tout ce qui n'était pas vrai. Mais juste au moment où je pensais que la tempête était terminée, un dernier secret a rampé hors de l'ombre, un qu'elle avait caché même à son père. Il est venu sous la forme la plus simple. Une fine enveloppe blanche s'est glissée sous la porte du bureau de Kelman avant l'aube. Pas d'adresse de retour, pas de marque au-delà de mon nom, écrit d'une écriture cursive que je n'avais pas vue depuis des semaines. Le papier était légèrement humide de pluie peut-être, ou de doigts qui avaient hésité trop longtemps. Kelman me l'a tendu alors que j'entrais, me débarrassant encore du froid. Trouvé ça ce matin. Personne n'a vu qui l'a laissé. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir qui l'avait fait. À l'intérieur, une seule clé USB enveloppée dans du papier de soie et une petite note pliée en deux. L'écriture était indubitable. Pour tes yeux seulement. Avant de me juger, sache pourquoi. Vivienne. J'ai attendu d'être de retour dans le bureau privé de Kelman. Porte verrouillée, store baissé. J'ai inséré la clé dans son vieil ordinateur portable déconnecté. Une vidéo datée d'il y a 3 semaines, intitulée seulement « Si jamais tu veux la vérité ». L'écran s'est allumé avec son visage. Elle était assise à sa coiffeuse, le maquillage maculé, les yeux rougis. Pas de bijoux, juste elle. La version de Vivienne que je n'avais pas vue depuis le début. Elle n'a pas commencé tout de suite. Elle a juste regardé la caméra, respirant à peine. Puis finalement, je n'avais pas l'intention de te faire du mal, Asher. Pas au début. Elle a cligné des yeux, a dégluti, a détourné le regard. Mais chaque fois que j'essayais de construire quelque chose, ton silence, il m'écrasait. Tu n'as jamais dit non. Tu ne t'es jamais battu. Alors j'ai appris à prendre au lieu de demander. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste de l'épuisement. La maison n'était pas pour moi. C'était pour eux, pour leur faire voir que je comptais, que je pouvais contrôler quelque chose, n'importe quoi. Je pensais que si je construisais assez, si je contrôlais assez, peut-être que je me sentirais enfin en sécurité. Elle a fait une pause, le visage se tournant légèrement vers le miroir, mais tout ce que j'ai fait, c'est détruire la seule personne qui m'a vu avant la représentation. Elle a regardé de nouveau la caméra. La dernière chose qu'elle a dite, presque trop doucement pour l'entendre, je ne voulais pas ton pardon. Je voulais ta faiblesse. C'est là que je me suis perdu. L'écran est devenu noir. Je l'ai regardé un moment, pas sous le choc, même pas dans la tristesse. Elle voulait le pouvoir, ai-je dit à voix haute à personne. Parce qu'elle n'a jamais eu la paix. La neige avait commencé à tomber, légère, lorsque je suis retourné à la vieille maison. Elle était vide maintenant. Lumières éteintes, rideaux arrachés, meubles enlevés. Je me suis garé dans l'allée, je suis sorti et j'ai laissé le vent froid me mordre le manteau. Le gravier a craqué sous mes chaussures comme un souvenir. À l'intérieur, j'ai erré de pièce en pièce, ne cherchant pas vraiment, me souvenant juste. Ça sentait le thé à la cannelle de ma mère, ai-je murmuré. Maintenant, ça sent les contrats. Le bureau était intact, bien que dépouillé. Sur le bureau, un seul dossier manie restait, étiqueté de son écriture, projet de règlement de divorce. À l'intérieur, un chèque à mon nom, signé, montant vierge. Plié derrière, une note à l'encre noire épaisse. Pour racheter ton silence une dernière fois. J'ai laissé échapper un seul souffle. C'était peut-être un rire, ou de l'incrédulité, ou les deux. Puis j'ai plié le chèque en deux, je l'ai remis dans l'enveloppe et je l'ai laissé là. Je ne suis plus à vendre, ai-je murmuré. Avant de partir, je me suis assis à la cheminée, celle où nos photos de famille reposaient autrefois,
et j'ai écrit une dernière lettre sur du papier à en-tête d'hôtel que j'avais dans la poche de mon manteau. Vivienne, j'ai vu ce que la cupidité fait à l'amour. J'ai vu les mensonges pourrir les os de bonne famille. Mais j'ai aussi appris ceci, le pardon n'est pas une reddition. C'est le refus de porter votre poison plus longtemps. Vous ne me devez pas la paix. Je l'ai déjà trouvé. Je l'ai placé sur le manteau de pierre à côté de la clé de la maison. La même qui, autrefois, ne rentrait pas dans la nouvelle serrure. En verrouillant la porte d'entrée derrière moi, ma clé fonctionnant à nouveau, seulement parce que plus personne ne s'en souciait, je n'ai pas regardé en arrière. Tard cet après-midi-là, j'ai récupéré mes parents et j'ai conduit jusqu'à la rivière James. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Mon père regardait par la fenêtre. Ma mère fredonnait doucement sous son souffle. Nous avons atteint le banc où mon père m'emmenait pêcher, le même où il m'a dit un jour, on ne choisit pas comment les gens nous quittent, seulement comment on reste. Nous nous sommes assis côte à côte. Le soleil plongeait juste derrière les arbres, projetant de longues ombres sur l'eau. C'est fini, a dit papa. Non, ai-je répondu, un léger sourire se dessinant. C'est juste calme à nouveau. J'ai cherché dans la poche de mon manteau et j'ai sorti la vieille serviette en tissu, celle que ma mère avait brodée toutes ces années auparavant. Celle qui nous avait suivis dans chaque appartement, chaque perte. Maison, un mot, un simple fil, toujours solide. Je l'ai tenue entre mes doigts, puis je l'ai lâchée, j'ai regardé la rivière la saisir doucement, la tirer en avant et l'emporter dans la lueur orangée du crépuscule. Certaines choses n'étaient pas destinées à être sauvées, seulement libérées. Cet écho m'a suivi à chaque nouveau lever de soleil. Un rappel que la liberté n'est pas l'oubli. C'est se souvenir sans crainte. 6 mois s'étaient écoulés. Les saisons avaient changé. Richmond me semblait maintenant une autre vie. Une que je regardais de loin plutôt que de vivre. Je me suis installé à Charlotteville, juste à l'extérieur de la ville, près de l'eau. La nouvelle maison était plus petite, simple de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle respirait. Des parquets silencieux, des fenêtres qui laissaient entrer une lumière honnête, et l'odeur de la terre d'un jardin que je cultivais maintenant de mes propres mains. Les gens pensent que la paix vient lorsque le bruit s'arrête. Mais la vraie paix commence lorsque le bruit ne vous possède plus. La plupart des matins commençaient de la même manière. Je sortais pieds nus, une tasse à la main, la vapeur montant dans l'air frais. Les oiseaux voletaient dans les haies. Le sol du jardin restait sombre et indulgent. Je m'occupais des tomates, des herbes, de la lavande, un petit travail de mise à la terre qui demandait de la présence, mais jamais de contrôle. Le journal était plié sur le porche, son titre dépassant de sous une truelle de jardinage. Quelqu'un, probablement ma mère, l'avait laissé là. Bannes Holdings déclare faillite au milieu d'accusations fédérales. Je n'avais pas besoin des détails. Je savais comment ça se terminait. Chaque mensonge laisse une trace, et la trace de Vivienne l'avait menée directement dans des salles d'audience où elle trinquait autrefois. J'ai plié le journal sans lire plus loin et je l'ai mis de côté sous une pierre. Plus tard dans la matinée, j'ai pris le petit déjeuner avec mon père. Il habitait à quelques pâtés de maison maintenant avec ma mère. Ils avaient aussi déménagé dans plus petit, avaient pris des cours de peinture et faisaient des promenades quotidiennes. Il avait vieilli, mais d'une manière gracieuse, pas usé, juste plus lent, plus délibéré. Autour d'eux et de toast, il a demandé, pas directement, mais doucement. « Penses-tu parfois à elle ?» J'ai versé plus de café, puis j'ai hoché la tête. Parfois. Plus avec colère, juste avec compréhension. Il a baissé les yeux sur son assiette, pas sur moi. « Tu n'as pas gagné en les détruisant, mon fils. Tu as gagné en restant humain. » Cela m'est resté le reste de la journée. Non pas parce que cela me louait. Ce n'était pas le cas. Cela me rappelait ce qu'il ne fallait pas devenir. En début d'après-midi, je me suis retrouvé aéré dans la maison. Pas de raison réelle, juste en suivant la lumière qui entrait par les fenêtres comme une invitation silencieuse. Le couloir était bordé de petits cadres. Mes parents le jour de leur mariage. Mon jeune moi pêchant avec papa. Une photo prise sur le vif de maman en plein rire, tenant une tarte qu'elle jurait ne pas avoir brûlée. J'ai atteint mon bureau. Un espace modeste, juste un bureau, une chaise, des étagères avec plus de lettres manuscrites que de livres. Dans un tiroir, je gardais une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait la clé tordue de l'ancienne maison, toujours rayée, toujours têtue. Je l'ai tenue un moment, puis je l'ai placée dans un tiroir marqué
passé, et je les refermai doucement. En fin d'après-midi, la boîte aux lettres contenait quelque chose d'inhabituel. Une lettre postée d'un centre correctionnel pour femmes. Pas de nom de retour, juste une écriture inclinée familière sur l'enveloppe. À l'intérieur, une seule ligne écrite sur du papier ordinaire. Je comprends enfin ce que coûte la paix. C'était tout. Pas d'excuses, pas de plaidoyer, juste ça. Je l'ai relu 2 fois, puis je l'ai plié soigneusement, je suis entré, j'ai ouvert le tiroir où je gardais encore la serviette brodée qui disait « Maison ». J'ai placé la lettre en dessous et j'ai refermé lentement le tiroir. C'était peut-être assez. 1 heure avant le crépuscule, j'ai conduit jusqu'à la rivière James. Le même banc, le même endroit. Le soleil était bas et doré à nouveau. Mes mains reposaient lâchement sur mes genoux, mon dos droit, ma respiration régulière. Cette fois, aucun fantôme ne suivait. L'eau se déplaçait avec le même rythme qu'elle avait toujours eu, indifférente à nos drames, nos ascensions et nos chutes. Je l'ai regardé et je me suis laissé aller. On n'obtient pas toujours la conclusion des autres. Parfois, on arrête simplement d'en avoir besoin. Le vent s'est légèrement levé, me frôlant les oreilles comme un vieil ami qui n'a plus rien à prouver. J'ai fermé les yeux. Il n'y avait pas de douleur, pas de poids, juste du vent, de l'eau et du calme. Et pour la première fois depuis des années, le silence ne faisait pas mal. Il guérissait.